Bonsoir mes chers auditeurs. Ce soir, nous plongeons dans l'univers extraordinaire de nos ancêtres français du Moyen Âge. Des héros du quotidien qui, malgré l'adversité, ont réussi à survivre aux nuits les plus glaciales et impitoyables de notre histoire. De l'ingénieuse isolation artisanale aux stratégies de couchage communautaire en Bretagne et Normandie. Leur épopée est celle du courage, de l'inventivité et de la détermination face à l'impossible. Alors, avant de vous installer confortablement, pensez à aimer cette vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez sincèrement ce que nous partageons ici ensemble. Et dites-moi en commentaire d'où vous nous écoutez et quelle heure il est chez vous. C'est toujours fascinant de voir qui nous rejoint aux quatre coins de la francophonie et au-delà. Maintenant, tamisez vos lumières, peut-être allumez un ventilateur pour ce doux murmure en arrière-plan. Et laissons-nous porter ensemble dans ce voyage nocturne apaisant. Quand vous pensez à la vie médiévale, vous imaginez peut-être des chevaliers en tournoi, des banquets somptueux dans les châteaux de la Loire et des foires joyeuses sur les places de Reims ou Rouen. Mais pour le paysan français moyen, l'hiver n'était pas synonyme de festivité, mais plutôt d'une question existentielle. Comment ne pas mourir cette nuit ? Ce n'était pas simplement une saison, c'était une épreuve d'endurance qui revenait chaque année, tel un maître d'école particulièrement sévère, qui ne croyait pas aux secondes chances. Imaginez un peu la scène. Vous vivez dans une minuscule masure de torchis et de chaumes, quelque part dans les campagnes bretonnes, avec des murs si fins qu'on pourrait probablement entendre un moineau éternuer dehors. Aucune isolation, aucune fenêtre sauf un petit trou bouché avec une peau de mouton et certainement pas de dispute avec vos frères et sœurs pour le thermostat. La température intérieure de votre foyer était généralement juste quelques degrés plus clémente que ce que faisait le temps à l'extérieur. S'il gelait dehors, il faisait poliment un peu moins froid dedans. Félicitations, les nuits étaient le pire moment. L'obscurité avalait tout. Le vent hurlait comme un esprit maudit des landes bretonnes et le feu dans l'âtre crachait pathétiquement, faisant de son mieux, mais ne réussissant surtout qu'à griller les orteils de celui qui s'asseyait le plus près. Si vous étiez de l'autre côté de la pièce, désolé, vous auriez aussi bien pu camper dehors avec des provisions encore pires. Les vêtements n'aidaient pas beaucoup non plus. Les paysans normands ne possédaient pas de manteaux de fourrure raffinés ou de couvertures en duvet d'oie. Vous aviez quelques tuniques de laine grossièrement filées, peut-être une cape qui sentait étrangement la chèvre, et l'espoir que les superposés vous transformeraient en une sorte d'oignon humain. Spoiler, ça ne marchait pas vraiment, et oubliez l'idée de vous blottir sous des courtes pointes douces. Les lits n'étaient souvent rien de plus que des sacs bourrés de foin ou de paille, peut-être avec quelques vieux joncs ajoutés pour faire bonne mesure, et en bonus, quelques puces pour tenir compagnie. Le luxe, ton nom est vie de paysan médiéval français. Le froid n'était pas seulement inconfortable, il était mortel. Les engelures, l'hypothermie et mourir de froid tout simplement étaient des risques constants, particulièrement pour les jeunes enfants et les anciens. Chaque matin où vous vous réveilliez encore en vie était considéré comme un petit miracle et, franchement, méritait d'être célébré, peut-être avec un navet légèrement moins gelé au petit déjeuner. Donc oui, survivre à un hiver français médiéval n'était pas une question de confort. C'était serrer les dents, empiler chaque bout de tissu que vous possédiez, se blottir avec vos animaux et prier pour ne pas vous réveiller avec des stalactites pendues aux sourcils. Et la véritable aventure ne faisait que commencer. Si vous pensez que votre appartement parisien est plein de courants d'air parce que la fenêtre ferme mal, les paysans médiévaux français auraient deux mots à vous dire. Leur maison n'était pas seulement pleine de courants d'air, c'était essentiellement des tunnels à vent très enthousiastes avec un toit. La plupart des maisons paysannes étaient ce que les historiens appellent poliment de la construction en torchis et crayonnage. Traduction, des bâtons entrelacés comme un panier géant, enduits d'un charmant mélange de boue, de paille et de fumier animal.
Oui, du fumier. Il ne cherchait pas à être dégoûtant. Le fumier était un isolant bon marché et collant. Et en plus, il était toujours facilement disponible, disons-nous. Si vous pensez que votre appartement parisien est plein de courants d'air parce que la fenêtre ferme mal, les paysans médiévaux français auraient 2 mots à vous dire. Leurs maisons n'étaient pas seulement pleines de courants d'air, c'étaient essentiellement des tunnels à vent très enthousiastes avec un toit. La plupart des maisons paysannes étaient ce que les historiens appellent polyments de la construction en torchis et clayonnage. Traduction: des bâtons entrelacés comme un panier géant, enduits d'un charmant mélange de boue, de paille et de fumier animal. Oui, du fumier. Il ne cherchait pas à être dégoûtant. Le fumier était un isolant bon marché et collant. Et en plus, il était toujours facilement disponible, disons-nous. Et puis, il y avait les toitures. Les toits de chaume avaient l'air pittoresques, certes, mais après quelques mois de pluie normande et de neige, ils s'affaissaient, fuyaient et laissaient parfois entrer la faune locale. Rien ne dit « soirée agréable », comme un écureuil qui tombe sur votre dîner. Les fenêtres, si elles existaient, étaient ridiculement minuscules et généralement couvertes de peaux d'animaux fines ou de volets en bois. Le verre était si coûteux que même le seigneur du manoir local ne pouvait probablement pas se permettre plus d'un seul petit carreau. Et les paysans, eux, étaient juste heureux si le vent n'arrachait pas la peau de vache du mur en plein blizzard. Pour empirer les choses, les sols n'étaient souvent que de la terre battue. Quand il pleuvait beaucoup ou qu'il neigeait fort, la boue remontait du sol. Donc techniquement, on pouvait dire qu'ils avaient des éléments aquatiques intérieurs. Pas qu'ils l'appréciaient. En hiver, chaque pas dans votre propre maison pouvait donner l'impression de patauger dans un marais gelé. Froid d'en bas, froid d'en haut, froid de partout. C'était un assaut tridimensionnel sur votre chaleur corporelle. Mais les paysans français médiévaux n'étaient pas du genre à se plaindre. Ils bouchaient les interstices avec de la mousse, fourraient de vieux chiffons dans les pires courants d'air et se serraient les uns contre les autres. L'isolation humaine à son meilleur, la créativité, l'entêtement et un peu de graisse de mouton frottée dans les murs étaient souvent les seules choses qui les séparaient de devenir des Esquimaux médiévaux. Parce que si votre maison tombait en ruine et que votre meilleure protection contre les éléments impliquait de la boue et des poils de chèvre, eh bien, au moins, vous pouviez en rire. En quelque sorte, si vos dents ne claquaient pas trop fort. Comme si l'air glacial ne suffisait pas, les paysans français médiévaux devaient aussi combattre un ennemi silencieux qui montait d'en bas, le sol gelé lui-même. Les planchers n'étaient pas vraiment des planchers à l'époque. C'étaient juste des zones légèrement plus plates de terre à l'intérieur de votre maison. Peut-être, si vous aviez de la chance, quelqu'un avait jeté de la paille ou de vieux joncs pour vous donner l'illusion du confort. Mais ne vous y trompez pas. Vous dormiez à une seule épaisseur de paillasse, de la terre froide et dure. Et oh, ce froid était impitoyable. Il s'infiltrait depuis la terre comme un petit fantôme maléfique se faufilant à travers la paille, dans vos os et directement dans votre âme. Si vous laissiez tomber quelque chose sur le sol pendant une nuit d'hiver, félicitations. C'était maintenant partie intégrante du pergélisol. Les paysans français médiévaux essayaient de mener cette bataille lugubre de quelque façon. Une méthode consistait à superposer d'épais tapis de paille sur le sol, si vous pouviez vous le permettre. Ou plus réalistement, si vous pouviez en voler suffisamment dans le champ de votre voisin sans vous faire prendre, vous aviez peut-être une barrière isolante décente. Mais la paille s'aplatissait vite, moisissait encore plus vite et ajoutait une bande sonore craquante supplémentaire à vos nuits déjà misérables. Certaines maisons superposaient des joncs séchés sur la terre. De temps en temps, ils jetaient des joncs frais par-dessus sans nettoyer les anciens. Avec le temps, cela créait un écosystème fascinant de plantes en décomposition, de puces et de créatures mystérieuses qui décidaient de s'installer. C'était essentiellement du rembourrage de tapis médiéval. Si votre tapis était vivant, légèrement humide,
et sentaient le chien mouillé. Les lits, pour ceux qui en avaient, ne résolvaient pas grand-chose. C'était généralement peu plus que des cadres en bois bourrés de, vous l'avez deviné, encore plus de paille ou de foin. Au lieu de matelas douillets, vous aviez des couches piquantes, changeantes et craquantes qui ne faisaient pas grand-chose contre le froid qui irradiait d'en bas. Se tourner et se retourner n'était pas une question de confort. C'était une danse désespérée et maladroite pour maintenir la circulation sanguine et éviter qu'un côté de votre corps gèle. La vérité, c'est que les paysans français médiévaux ne conquéraient pas tant le sol glacé qu'ils apprenaient à vivre inconfortablement au-dessus. Une bonne nuit de sommeil ne concernait pas les rêves ou la douceur. C'était se réveiller avec tous ses orteils encore attachés. Et si vous y parveniez, eh bien, vous vous en sortiez mieux que la plupart. Si les maisons médiévales françaises avaient un seul héros pendant l'hiver, ce n'était pas le toit, ni les murs, ni même les courageuses couches d'isolation en terre et fumier. C'était l'âtre, un feu crépitant et têtu qui servait de seule vraie défense contre le froid, l'obscurité et la morosité générale de la vie médiévale française. Au centre de presque chaque maison paysanne se trouvait un feu simple. Pas de cheminée avec un manteau en pierre fantaisie, pas de conduit bien net envoyant la fumée vers le ciel. Au lieu de cela, vous aviez un simple foyer ou un tas de pierres, quelques bûches à moitié brûlées et assez de fumée qui se déversait dans la pièce pour vous faire vous demander si vous deveniez lentement un jambon. C'est vrai. La plupart des maisons n'avaient même pas de cheminée. La fumée faisait juste de son mieux. Elle dérivait par de petits trous dans le toit, des fissures dans les murs ou directement dans vos poumons, si elle se sentait paresseuse ce soir-là. Ce n'était pas idéal pour la respiration ou votre espérance de vie globale. Mais du côté positif, cela faisait du bon travail pour fumiger les puces et autres invités indésirables. Qui a besoin de lutte antiparasitaire quand vous marinez dans la fumée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7? L'âtre n'était pas seulement question de chaleur non plus. C'était la cuisine, la source de lumière, et parfois même la version médiévale d'une télévision. Les gens s'asseyaient autour du feu en racontant des histoires, en papotant, ou juste en fixant les flammes parce que, franchement, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire après le coucher du soleil. Maintenir le feu vivant n'était pas juste une bonne idée, c'était obligatoire. Laisser le feu s'éteindre la nuit, c'était comme mettre un panneau pour que le froid entre et vous achève. De plus, rallumer un feu en hiver n'était pas aussi simple que craquer une allumette. Il fallait travailler avec le silex, l'acier, l'amadou et plus de prières que vous n'en aviez jamais offertes auparavant. Tout le monde dans la famille avait un devoir. Attiser les flammes, surveiller les braises, ajouter de la tourbe, des bâtons, ou si vous aviez de la chance, un précieux morceau de bois sec. C'était une bataille constante entre la persistance humaine et le froid étouffant qui ne voulait rien de plus que vous éteindre. L'âtre ne garantissait pas la survie, mais sans lui, la survie était carrément impossible. C'était un petit feu fumant, crachotant, souvent décevant. Mais dans un hiver français médiéval, c'était le cœur battant de l'espoir. S'il y avait une chose que les paysans français médiévaux craignaient plus que de manquer de cidre, c'était de laisser le feu s'éteindre pendant la nuit. Sans cette ligne de vie chaude et vacillante, le froid s'infiltrerait plus rapidement qu'un collecteur d'impôts après la moisson. Et au plus profond de l'hiver normand, rallumer un feu à partir de zéro n'était pas seulement gênant. Cela pouvait être mortel. Les allumettes n'existaient pas encore. Les briquets n'y pensaient même pas. Rallumer un feu signifiait frapper le silex et l'acier ensemble, prier pour une seule étincelle précieuse, et ensuite dorloter cette étincelle avec un amour tendre et tout l'amadou sec que vous n'aviez pas déjà brûlé il y a des jours. Imaginez essayer de faire tout cela dans l'obscurité glaciale, à moitié endormi, avec des doigts gelés. Maintenant, ajoutez un loup affamé qui hurle au loin pour une motivation supplémentaire. Alors les paysans devinrent malins. Ils couvraient le feu? Non.
Pas dans un compte d'épargne douillet? Couvrir signifiait enterrer soigneusement les braises sous un monticule de cendres juste avant de se coucher. Les cendres agissaient comme une couverture, isolant les charbons ardents et les gardant vivants, tout juste, jusqu'au matin. Si vous le faisiez bien, vous pouviez vous diriger au lever du soleil, fouiller un peu le tas, ajouter du bois frais, et voilà, le feu sans les engelures. Mais si vous le faisiez mal, eh bien, disons simplement que les matins devenaient beaucoup plus froids et beaucoup plus grincheux. La technique de couverture du feu était un art transmis de parents à enfants, comme une recette familiale prisée. Tout le monde avait ses petits secrets. Certains disaient d'utiliser seulement des cendres sèches. D'autres insistaient qu'un peu d'humidité était la clé. Certains tassaient les braises serrées. D'autres les laissaient respirer. Vous pouviez pratiquement commencer une dispute médiévale, juste en suggérant une meilleure méthode de couverture du feu. C'était la version ancienne de se disputer sur les techniques de barbecue, juste avec des enjeux de survie légèrement plus élevés. Parfois, couvrir le feu ne suffisait pas. Un vent hurlant pouvait se faufiler par une fissure et l'éteindre quand même. Ou un mouton maladroit pourrait trébucher dans l'âtre. Oui, ça arrivait. C'est pourquoi certaines familles se relayaient pour se lever la nuit et vérifier les charbons. Essentiellement l'équivalent médiéval du somnambulisme, vers le thermostat. Au final, couvrir le feu concernait moins la maîtrise de la nature que l'achat de quelques heures précieuses supplémentaires de chaleur. Et si vous vous réveilliez avec ne serait-ce qu'une seule braise survivante, c'était votre victoire là, et assez pour affronter un autre jour de combat contre le froid. À l'époque médiévale française, l'expression « plus on est de fous, plus on rit » n'était pas juste pour les fêtes. C'était une tactique de survie hivernale. Quand le feu crachotait et que les vents glacés sifflaient à travers chaque fissure, il y avait une source sûre de chaleur, les uns les autres. Et si cela signifiait dormir, joue contre joue, avec toute votre famille, vos voisins, votre bétail, et possiblement une oie très confuse, qu'il en soit ainsi. Oubliez l'espace personnel. L'intimité n'était même pas un concept. Durant les nuits les plus froides, l'objectif n'était pas le confort. C'était de ne pas se réveiller gelé au sol. Des familles entières s'entassaient dans le coin le plus chaud de la maison, enroulées dans tout bout de tissu qu'elles pouvaient trouver, et formaient ce qu'on pourrait mieux décrire comme une lasagne humaine, désespérée et ronflante. Les jeunes enfants se glissaient entre leurs parents, les grands-parents se blottissaient sous les couches extérieures, et si la cousine Marguerite apparaissait de manière inattendue, eh bien, il y avait toujours de la place pour une de plus. Si vous aviez de la chance, vous arriviez à dormir au milieu, où la chaleur corporelle irradiait de tous les côtés. Si vous n'aviez pas de chance, vous étiez sur le bord, l'équivalent médiéval de dormir à côté de la porte d'une chambre froide. Et malheur à la personne qui bougeait trop pendant la nuit. Vous bougez une fois pour vous mettre à l'aise, et soudain vous avez poussé tante Berthe dans le courant d'air glacé près du mur. Félicitations, vous êtes maintenant le méchant de la famille. Parfois même la literie était partagée. Un matelas de paille commun qui s'aplatissait lentement sous le poids nocturne de plusieurs générations. Et parce que l'hygiène ne gagnait pas exactement de prix à l'époque, disons simplement que ce n'était pas l'arrangement de couchage le plus parfumé. Mais bon, cansez-vous contre les engelures, vous arrêtez d'être difficile. La chaleur corporelle n'était pas juste agréable, elle était stratégique. Certains guides français médiévaux recommandaient même de délibérément arranger les personnes les plus fortes et les plus chaudes à l'extérieur du groupe, comme des boucliers humains contre le froid. Les bébés et les anciens fragiles étaient nichés profondément au centre, traités comme les précieux petits générateurs de chaleur qu'ils étaient. Ce n'était pas juste une question de survie, cependant. Avec le temps, cela devint partie de la vie quotidienne, partie du lien familial. Les longues nuits d'hiver blotties ensemble menaient à la narration, au chant, et sans doute quelques conversations très intéressantes étouffées
sous une couverture de laine partagée. Alors, la prochaine fois que votre frère vole votre couverture ou que votre chien monopolise le lit, souvenez-vous juste qu'au moins, vous ne vous battez pas pour l'espace des coudes entre un oncle ronflant et une chèvre particulièrement critique. Si vous pensiez que les colocataires modernes étaient un défi, les paysans français médiévaux aimeraient vous présenter leurs compagnons de maison hivernaux. Vaches, chèvres, cochons, poules, essentiellement tout ce qui avait un pouls et un peu de chaleur corporelle. Amener les animaux à l'intérieur n'était pas juste une tradition villageoise excentrique. C'était vital pour la survie. Si vous pensiez que les colocataires modernes étaient un défi, les paysans français médiévaux aimeraient vous présenter leurs compagnons de maison hivernaux. Vaches, chèvres, cochons, poules, essentiellement tout ce qui avait un pouls et un peu de chaleur corporelle. Amener les animaux à l'intérieur n'était pas juste une tradition villageoise excentrique. C'était vital pour la survie. La nuit, la maison devenait un four vivant chaotique. Les poules nichaient dans les coins, les cochons ronflaient près de l'âtre, et les vaches se prélassaient luxueusement contre les murs, mâchant leurs ruminations comme si elles payaient un loyer. Ce n'était pas glamour, loin de là. Si vous avez déjà été coincé dans une voiture en été, lors d'un voyage routier avec quelqu'un qui a oublié de se doucher, imaginez ça. Mais c'est une vache, c'est l'hiver, et il n'y a littéralement nulle part ailleurs où aller. Les odeurs étaient légendaires. Au printemps, le parfum d'un hiver partagé était quelque chose de féroce. Vous n'aviez pas besoin d'allumer une chandelle. Vos narines étaient déjà dans un voyage sauvage. Mais les paysans français médiévaux développèrent un nez sélectif. Ils ne se plaignaient pas beaucoup parce qu'ils connaissaient une vérité inconfortable. Plus d'animaux à l'intérieur, moins d'orteils gelés le matin. Certains animaux avaient même des places de choix. Les vaches, étant les plus grosses et les plus chaudes, prenaient généralement la scène centrale près de la famille. Les chèvres étaient autorisées plus près pour leur chaleur. Et parce que les chèvres, étant des chèvres, trouveraient un moyen d'entrer de toute façon. Les poules perchaient dans les chevrons ou de vieux paniers, et les cochons, eh bien, les cochons ne s'en souciaient pas. Ils s'affalaient où ça leur plaisait, probablement juste au milieu du sol. Bien sûr, partager votre chambre avec du bétail n'était pas sans danger. Imaginez vous endormir paisiblement pour être rudement réveillé par une poule qui décide que vos cheveux font un bon perchoir, ou marcher pieds nus sur quelque chose de suspect dès le matin. Oui, les matins médiévaux pouvaient être pleins de surprises. Pourtant, malgré le bruit, les odeurs et le sabot occasionnel dans les côtes, les paysans comprenaient les mathématiques simples. Le froid tue et les vaches câlinent, qu'elles le veuillent ou non. Dans la bataille contre les doigts glacés de l'hiver, un souffle de vache chaud et légèrement baveux était souvent le facteur décisif entre la vie et la mort. Dans les hivers français médiévaux, la mode ne concernait pas la beauté. Elle concernait ne pas mourir. Les paysans ne feuilletaient pas les dernières tendances parisiennes. Ils s'habillaient par couches, comme s'ils se préparaient pour une bataille contre la faucheuse elle-même. La règle était simple. Si vous le possédiez, vous le portiez. Parfois, tout à la fois. D'abord, la tunique de base, une chemise de lin rugueuse, probablement pas trop propre. Par-dessus, une tunique de laine plus épaisse. Puis, une autre, si vous en aviez une. Ajoutez des chausses qui s'affaissaient aux genoux, une cape rugueuse drapée sur vos épaules, et si vous aviez vraiment de la chance, une peau de mouton rapiécée jetée par-dessus comme un trophée de prix. Félicitations. Vous êtes maintenant approximativement 10% plus chaud et 90% plus qui démange. Les bottes étaient un luxe. Beaucoup de paysans enroulaient leurs pieds dans des couches de tissu ou de vieux chiffons et les fourraient dans des sabots en bois. Si le froid mordait toujours à travers, eh bien, vous ajoutiez juste un autre chiffon et espériez ne pas perdre un orteil. Et oubliez laver toutes ces couches. Laver vos vêtements au milieu de l'hiver signifiait les traîner à un ruisseau gelé, fracasser la glace et ensuite
attendre 2 jours que votre seule chemise sèche. Si elle ne gelait pas juste en un cycle de chemise tragique, la plupart des paysans décidaient sagement que sentir comme un mélange de fumée, sueur et mouton était un petit prix à payer pour ne pas geler solide. Fait intéressant, l'accumulation de saleté et de graisse avait une fonction bonus, l'isolation. Cette couche crasseuse enfermait la chaleur corporelle. C'était comme une veste Gore-Tex médiévale, juste plus malodorante et beaucoup moins socialement acceptable aujourd'hui. Les chapeaux, écharpes et gants étaient des trésors prisés. Un simple bonnet de laine pouvait signifier la différence entre passer la nuit ou se réveiller avec des cheveux gelés au mur. Les gants étaient souvent faits maison à partir de tout bout de cuir ou tissu que les gens pouvaient récupérer. Parfois ressemblant plus à de tristes costumes de marionnettes qu'à quelque chose de fashionable, les enfants étaient particulièrement emmitouflés, jusqu'à ressembler à des navets trop rembourrés, se dandinant maladroitement autour de la maison. L'objectif était de piéger autant de précieuses chaleurs corporelles que possible. Le style, l'élégance, jamais entendu parler. La chaleur était le vrai flex médiéval français. Dans le manuel du paysan français médiéval, la saleté n'était pas juste quelque chose qu'on frottait. C'était pratiquement un outil de survie. Il s'avère que devenir crasseux n'était pas un signe qu'on avait abandonné la vie. C'était tactique, stratégique, osons-nous dire génial. Voyez, l'hiver posait un problème très spécifique, la perte de chaleur. Les vêtements propres, particulièrement le lin fraîchement lavé, étaient étonnamment terribles pour vous garder au chaud. Ils étaient respirants, bien sûr, mais quand la température de l'air oscillait quelque part entre l'hypothermie et le regret instantané, respirant n'était pas exactement un argument de vente. C'est là qu'intervenait la saleté. Alors que les paysans se traînaient jour après jour sans laver leurs vêtements, des couches de crasse, d'huile corporelle naturelle et de bonne vieille boue commençaient à s'accumuler sur leurs tuniques, capes et chausses. Avec le temps, cette armure naturelle bouchait les minuscules interstices dans le tissu, rendant les vêtements plus résistants au vent. C'était comme l'imperméabilisation médiévale, juste plus malodorante. Bien sûr, vous sentiez comme une chèvre qui avait perdu un pari, mais devinez quoi? Vous étiez au chaud. En fait, certains Français médiévaux croyaient que se laver trop souvent en hiver pouvait réellement vous rendre malade. Mieux valait garder cette barrière de saleté protectrice intacte. Se baigner était rare, la lessive encore plus rare. Et le savon, quand il existait, était réservé aux occasions sérieuses, comme quand l'évêque se présentait, ou peut-être juste avant de mourir. Ajoutant à la stratégie, les paysans superposaient leurs vêtements sans changer ceux du dessous. Vous jetiez simplement votre nouvelle couche par-dessus celle du mois dernier. Finalement, vous deveniez un musée ambulant des 6 dernières semaines. Chaque tâche racontant l'histoire héroïque de cette fois où j'ai glissé dans la boue, mais ne suis pas mort. Pour les observateurs extérieurs, les paysans français médiévaux pouvaient sembler et sentir comme s'ils avaient complètement abandonné l'hygiène. Mais les paysans savaient mieux. Cette tunique crasseuse et croûteuse était un bouclier thermique contre la mort par engelure. Ce n'était pas glamour, mais mourir de froid non plus, parce qu'on voulait sentir les fleurs. En plus, dans un monde où littéralement tout le monde puait à haute voix, vous n'offensiez personne. La cécité nasale était pratiquement un mode de vie. Alors oui, dans les hivers français médiévaux, la saleté n'était pas l'échec. C'était la mode, c'était la fonction. Et si vous aviez une couche extérieure épaisse et graisseuse en février, vous, mon ami, gagniez à la vie. Si vous pensiez que les paysans français médiévaux passaient leurs hivers nichés dans des lits en plumes moelleux avec des courtes pointes brodées, détrompez-vous. La réalité était un peu plus rustique. Et par rustique, je veux dire, dormons sur un tas de plantes mortes et espérons le meilleur. Les lits dans le monde paysan français médiéval étaient généralement un cadre de bois grossier, si vous pouviez vous le permettre,
recouvert d'un grand sac bourré de paille, de foin ou de vieux joncs. C'est tout. Pas de mousse à mémoire de forme, pas de soutien orthopédique, pas d'expérience 5 étoiles. Juste un désordre craquant, bosselé, légèrement piquant, qui sentait faiblement la basse-cour et le regret. Chaque mouvement durant la nuit apportait une délicieuse bande sonore de paille qui craque et le coup occasionnel d'une tige rebelle. Certains paysans normands sautaient même complètement le cadre en bois et jetaient simplement la paille directement sur le sol de terre, créant une expérience de couchage au sol luxueuse que les influenceurs modernes rebaptiseraient probablement « sommeil connecté à la terre ». Les matelas de paille n'étaient pas seulement inconfortables, ils étaient temporaires. Avec le temps, la paille s'aplatissait, moisissait, attirait les insectes et se transformait généralement en une zone de danger biologique. Changer la paille était un grand événement, habituellement fait quelques fois par an si vous étiez diligent, ou chaque fois que votre lit commençait à bouger activement sans votre permission. Les joncs étaient une alternative populaire. Ces longues herbes étaient étalées épais sur le sol, parfois mélangées avec des herbes comme la lavande ou le romarin pour masquer l'arôme de bétail écrasant de la vie quotidienne. Les joncs frais sentaient délicieux pendant environ une journée. Après ça, ils devenaient partie du paysage boueux et piétiné à l'intérieur de la maison, se mélangeant harmonieusement avec la terre, les restes de nourriture et tout ce qui errait à l'intérieur. Et n'oublions pas les compagnons de lit. Puces, poux et autres créatures charmantes aimaient la literie de paille presque autant que les paysans. Si vous vous réveilliez en vous grattant plus que vous dormiez, félicitations. Vous viviez l'expérience médiévale authentique. Malgré les difficultés, ces lits modestes étaient des sauveteurs. Les tas de paille fournissaient une couche isolante cruciale contre la terre gelée. Et s'agglomérer au-dessus créait des poches de chaleur corporelle partagées. Le chauffage central français médiéval à son meilleur. Alors, la prochaine fois que vous vous enfoncez dans votre matelas doux et soutenant, souvenez-vous juste que quelque part là-bas, un paysan français médiéval vous regarde depuis l'histoire, souriant à travers une bouche pleine de dents manquantes et disant « Ça doit être agréable ». Quand vous vivez dans une maison faite de bâtons, de boue et d'optimisme, vous apprenez rapidement que les brises hivernales ne sont pas juste une nuisance. Elles sont des attaques personnelles. Les paysans français médiévaux ne combattaient pas seulement le froid de l'extérieur. Ils le combattaient de l'intérieur de leur propre maison, armés de rien d'autre que ce qu'ils pouvaient fourrer dans les fissures. Et croyez-moi, il y avait beaucoup de fissures. Les murs se déformaient, la boue s'effritait, le chaume s'affaissait. Le froid semblait trouver de nouveaux endroits pour s'infiltrer chaque nuit, comme un poltergeist malicieux avec une rancune. Colmater la maison devint un art. Les paysans bourraient les interstices avec de la mousse, de la paille, des bouts de vieux tissus, des fagots d'herbes sèches et parfois même des poils d'animaux. Si c'était doux, spongieux ou vaguement isolant, c'était fourré quelque part dans un trou. Certaines âmes particulièrement déterminées rajoutaient des couches supplémentaires de boue et fumier sur l'extérieur de leurs murs comme projet hivernal annuel. Imaginez vous tenir là par temps glacial, tapotant du fumier froid sur votre propre maison, tout en marmonnant. C'est bien, c'est du luxe. Parce qu'en un sens, c'était le cas. Les fuites du toit étaient un autre champ de bataille. Le chaume, bien que bon marché et abondant, n'était pas exactement étanche, surtout après quelques saisons de pluie bretonne et de neige. Les paysans bouchaient les trous dans le toit avec des bouts de tissu de rechange, des fagots de roseaux, ou dans des moments de vrai désespoir, des mottes de gazon volées du champ le plus proche. Chaque maison finissait par ressembler à une courte pointe légèrement triste faite par quelqu'un qui avait abandonné à mi-chemin. Portes, fenêtres. Si vous en aviez, vous aviez de la chance. Mais même alors,
elles n'étaient guère plus que des planches de bois suspendues par des clous en fer et de l'entêtement pur. Les trous de fenêtres étaient souvent couverts avec des peaux d'animaux ou du tissu épais trempé dans la graisse animale pour bloquer les pires courants d'air et ajouter un arôme bonus de viande mystère à l'espace de vie. Chaque nuit était une bataille entre l'ingéniosité humaine et le froid sournois et implacable. Une minute, vous étiez au chaud, la minute suivante, une rafale soudaine trouvait le seul endroit que vous aviez manqué, vous giflant réveillé comme une main glacée du destin. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, grâce à l'astuce, l'entêtement et un refus d'accepter légèrement gelé comme un état permanent d'être, les paysans français médiévaux colmataient, bourraient et pataugeaient leur chemin à travers les pires hivers que la nature pouvait leur lancer, une poignée boueuse à la fois. Quand le froid mord assez fort pour vous garder éveillé la nuit, les paysans français médiévaux avaient une solution. N'essayez même pas de prétendre que tout le monde dort en même temps. Au lieu de cela, ils développèrent une stratégie de survie qui, aujourd'hui, rendrait fier n'importe quel commandant militaire: dormir par quart. Ce n'était pas un système grand et organisé avec des sifflets et des appels nominaux. C'était bien plus simple et beaucoup plus désespéré. La moitié de la maisonnée restait éveillée, s'occupant du feu et colmatant les courants d'air errants, tandis que l'autre moitié se recroquevillait sous des couvertures usées et du foin, essayant d'attraper quelques heures précieuses de sommeil à demi gelé. Le feu avait besoin d'attention constante. Laissé seul, il s'éteignait, et le rallumer, souvenez-vous, était à peu près aussi facile que faire danser un âne têtu. Alors, quelqu'un devait être en patrouille de braise. Et puisque personne ne voulait se lever une fois qu'il était enfin à peu près au chaud, les familles faisaient une rotation des quarts. Vous somnoliez quelques heures, vous receviez un coup de coude pour vous réveiller, puis vous tituberiez vers l'âtre pour pousser, piquer et maudire le feu pour qu'il revive tout en essayant de ne pas marcher sur une chèvre. La rotation n'était pas glamour. Il n'y avait pas de lunettes de vision nocturne, pas de collation de fin de soirée, et certainement pas de bouton snooze, encore 5 minutes. Juste des articulations raides, des paupières lourdes et un ressentiment croissant envers celui qui ronflait le plus fort pendant votre quart. Les enfants assez âgés pour tenir un bâton étaient mobilisés, apprenant tôt qu'en hiver, tout le monde tirait son poids ou gelait en essayant. Les grands-parents restaient parfois près du feu plus longtemps, à la fois à cause de leur expérience et franchement parce que l'arthrite faisait de s'allonger et se relever un événement monumental. Et quand c'était votre tour de dormir, bonne chance avec les gens qui bougeaient, les animaux qui remuaient, le vent qui battait les murs et le coup occasionnel d'un frère qui roulait accidentellement trop fort. Obtenir un repos de qualité était un miracle. Pourtant, malgré l'épuisement, le système fonctionnait. Dormir par quart signifiait qu'il y avait toujours une paire d'yeux et des mains froides et réticentes, prêtes à maintenir l'âtre en vie. Les braises survivaient, et par extension, la famille aussi. Alors, la prochaine fois que vous grogniez de vous réveiller pour ajuster le thermostat ou faire sortir le chat, épargnez une pensée pour le paysan français médiéval qui regardait fixement dans un feu fumant à 3 heures du matin, en se demandant si les orteils étaient vraiment si importants. Après tout, vous savez qu'il fait froid quand vous devez réfléchir à la façon dont vous respirez juste pour rester en vie. Les paysans français médiévaux ne combattaient pas seulement l'air glacé avec des capes, des feux et des arrangements de couchage créatifs. Ils ajustaient même la façon dont ils inspiraient et expiraient pour survivre la nuit. Le problème était simple. Respirer profondément bouche ouverte tirait l'air glacé directement dans vos poumons. Dans un monde où la pneumonie pouvait vous tuer plus rapidement que vous ne pourriez dire « Ave Maria », c'était un risque que personne ne voulait prendre. Alors, les paysans apprirent l'art de ce qu'on pourrait appeler la respiration de survie. Au lieu d'aspirer d'énormes goulets d'air comme s'ils venaient de courir un marathon,
Ils gardaient leur respiration superficielle, lente et, plus important, par le nez. L'idée était de réchauffer doucement l'air entrant un peu avant qu'il frappe leurs poumons. Ce n'était pas parfait, mais c'était mieux que de se tousser dans la tombe en février. Si vous preniez accidentellement une grosse bouchée d'air froid, félicitations. Vous veniez de vous acheter un billet pour une semaine à tousser des morceaux de ce qui ressemblait à votre âme sans médecin en vue et grand-mère vous soignant avec du thé d'oignon chaud et de fermes prières. Certaines personnes fourraient même des parties de leur cape, châle ou chiffon sur leur visage pendant qu'elles dormaient, créant une barrière réchauffante de souffle de fortune. Bien sûr, cela signifiait aussi que vous vous réveilliez avec un morceau de tissu humide et légèrement détrempé collé à votre bouche le matin. Mais bon, c'était mieux que geler de l'intérieur vers l'extérieur. Les enfants apprenaient ces astuces tôt. Les parents grondaient les petits pour haleter comme des chiens à l'intérieur pendant les mois froids. Et honnêtement, entre les leçons strictes de respiration, les couches de laine qui démangent et dormir à côté d'une chèvre agressivement gazeuse, les hivers de l'enfance française médiévale étaient formation du caractère à un tout autre niveau. La nuit, niché dans la literie de paille sous des piles de capes et à côté d'une vache doucement vaporeuse, respirer devenait un art. Lent, régulier, né seulement, et aussi minimal qu'humainement possible, comme une version lugubre et médiévale d'une retraite de yoga, seulement avec plus d'engelures et moins de citations inspirantes. Dans le grand manuel de survie, ce n'était pas la stratégie la plus flashy, mais ça marchait. Une respiration superficielle à la fois, les paysans enduraient une autre nuit dans la longue guerre impitoyable contre l'hiver. Dans la bataille sans fin contre l'hiver français médiéval, les paysans découvrirent une arme secrète improbable, un estomac plein. Il s'avère qu'une des meilleures façons de combattre le froid n'était pas une autre cape de laine qui gratte. C'était se bourrer de quelque chose de copieux et lourd juste avant de se coucher. Les calories signifiaient chaleur. Plus votre corps avait à digérer, plus il se réchauffait en faisant le travail. C'est de la thermodynamique médiévale de base. Mangez un repas lourd, générez de la chaleur interne et peut-être, juste peut-être, survivez jusqu'au matin sans vous transformer en esquimaux paysans. Alors, qu'est-ce que les paysans français médiévaux empilaient dans leurs écuelles avant une longue nuit glaciale? Pensez ragoûts épais, lourds de légumes racines comme navets, oignons et panais cultivés dans les terres normandes. Les céréales étaient des sauveteurs aussi, bouillies d'avoine, gruau d'orge ou pain de seigle dense et caoutchouteux. Si vous aviez particulièrement de la chance, disons après un jour de fête ou un abattage généreux, vous pourriez même obtenir un morceau de porc salé ou une tranche de saucisse séchée jetée dans le pot. Ce n'était pas de la nourriture réconfortante au sens Instagram. Pas de présentation délicate, pas de garnitures artisanales. C'était un énorme repas vaguement brun, conçu pour s'installer dans votre intestin comme une brique amicale, brûlant lentement à travers la nuit et vous gardant juste un peu plus au chaud. Ce n'était pas seulement manger beaucoup, c'était manger intelligemment. Les aliments qui prenaient de plus de temps à digérer fournissaient un filet lent et régulier de chaleur. Les aliments gras étaient particulièrement prisés, non seulement pour l'énergie qu'ils fournissaient, mais parce que la graisse brûle plus lentement que la viande maigre. Un ventre plein de ragoût, pain et une quantité discutable de saindoux. Luxe français médiéval de pointe. Les parents s'assuraient que même les enfants les plus difficiles mangent copieusement. Personne ne se souciait si le petit Pierre n'aimait pas les navets. Tu mangeais les navets ou tu frissonnais toute la nuit en pensant à combien les navets te manquaient. Parentalité dure mais efficace, style français médiéval. Bien sûr, manger lourd le soir venait avec ses propres dangers. Vous pourriez être plus chaud, mais vous risquiez aussi une nuit de rêves vivides et bizarres, alimentés par un estomac
essayant désespérément de traiter tout un champ de choux. Était-ce que ça valait le coup? Absolument. Parce qu'au final, les paysans ne visaient pas un repas étoilé Michelin. Ils visaient à survivre. Et si cela signifiait aller au lit plein, ballonné et respirant doucement par le nez à côté d'une vache vaporeuse, eh bien, c'était juste une autre nuit dans la quête permanente de voir un autre lever de soleil glacé. Bien avant les couvertures électriques et les matelas chauffants fantaisie, les paysans français médiévaux devaient faire preuve de créativité s'ils voulaient un peu de chaleur supplémentaire au coucher. Et c'est ainsi que l'humble caisse à foin et la toujours glamour pierre chauffée devinrent les héros méconnus de l'hiver. Commençons par la caisse à foin. Ça sonne rustique, et c'était absolument le cas. Mais l'idée était du pur génie. Les paysans prenaient une caisse en bois solide, la tapissaient épais de foin, et l'utilisaient pour stocker de la nourriture qui avait été cuite plus tôt, la gardant chaude pendant des heures. Ragoût de reste, bouillie chaude, jetez-la dans la caisse à foin, couvrez-la, et elle restait assez chaude pour une collation de fin de soirée sans avoir besoin de risquer de rallumer le feu. Mijoteuse médiévale, essentiellement. Mais les paysans ne s'arrêtaient pas juste à la nourriture. Ils réalisèrent que si le foin pouvait piéger la chaleur d'une marmite de ragoût, il pouvait aussi piéger la chaleur de quelque chose d'encore mieux, les pierres. Entrez dans l'ère de la pierre chauffée. Avant d'aller au lit, quelqu'un, probablement l'enfant malchanceux qui perdait la dispute familiale, attrapait une pierre plate et la jetait au cœur du feu de l'âtre. Après l'avoir rôtie jusqu'à ce qu'elle soit presque trop chaude à toucher, une ligne fine entre utile et brûlure au 3e degré, il la pêchait en utilisant un bâton ou de vieilles pinces. La pierre, irradiant encore une chaleur bénie, était soigneusement enroulée dans des chiffons, fourrée dans un vieux morceau de tissu, ou coincée dans un pot en argile, puis glissée sous le foin dans le matelas ou au pied du lit. Une bouillotte médiévale française, prête à livrer bataille contre la terre gelée. Bien sûr, il y avait des risques. Si vous n'enveloppiez pas bien la pierre, félicitations. Vous aviez maintenant un petit incendie localisé de maison. Et si vous la laissiez tomber sur votre pied, eh bien, disons simplement que les blessures hivernales n'étaient pas toujours causées par glisser sur la glace. Mais quand tout se passait bien, cette pierre fournissait une chaleur précieuse et réconfortante qui pouvait durer des heures. Ce n'était pas luxueux, mais quand vous viviez dans une hutte à moitié gelée, le luxe était défini comme ne pas se réveiller avec des stalactites qui pendent de votre nez. Dans le grand arsenal de survie hivernale française médiévale, une pierre chaude, fourrée dans du foin, pourrait ne pas sembler glamour, mais pour les paysans s'accrochant à toute chaleur qu'ils pouvaient trouver, c'était un petit miracle. Dans le foyer français médiéval, l'âtre n'était pas seulement l'endroit où vous cuisiniez le dîner, c'était pratiquement un membre de la famille. Un membre de famille capricieux, fumant, parfois peu coopératif, certes, mais absolument essentiel à la survie, surtout quand venait le temps de dormir. Plus vous étiez proche du feu, meilleures étaient vos chances de vous réveiller non gelés. Cela signifiait que les arrangements de couchage concernaient moins les préférences personnelles que le positionnement stratégique. Les nourrissons, les anciens et quiconque était malade ou fragile obtenaient les premiers droits sur l'immobilier de premier choix. Parents, enfants plus âgés et adultes plus robustes se déployaient à partir de là comme des couches d'isolation humaine. Être assigné une place près du feu n'était pas juste de la gentillesse. C'était des mathématiques de survie de base. Les bébés étaient des générateurs de chaleur fragiles et les anciens étaient de précieux dépôts de connaissances familiales. Et soyons honnêtes, des meilleurs ragots. Les protéger avec la chaleur de choix était non négociable. Mais ce n'était pas tout grillage douillet près des flammes. Trop proche, et vous risquiez de vous réveiller avec vos cheveux roussis ou votre cape qui fumait de manière suspecte. Trop loin, et vous campiez essentiellement dans une glacière. C'était une danse délicate,
Restez assez près pour vous prélasser dans la lueur du feu, mais pas si près que vous deviez expliquer à votre voisin pourquoi vous ressembliez maintenant à un rôti à moitié cuit. Le feu ne répandait pas non plus la chaleur uniformément. Il rôtissait surtout les gens directement devant lui, tandis que tous les autres se battaient pour le cône étroit de chaleur comme des lézards froids, se bousculant pour un rayon de soleil. Si vous aviez la chance de vous endormir face au feu, vous pourriez avoir un côté béatement chaud et un côté gelé si solide qu'on pourrait probablement frapper dessus. Les animaux domestiques et le bétail, bien sûr, s'imposaient aussi. Un chien pourrait se coincer entre vous et le feu, la queue remuant dangereusement près de la flamme ouverte. Les poules perchaient parfois de manière précaire sur les pierres de l'âtre, gloussant doucement dans la nuit comme de petits gardiens à plumes de la chaleur. Chaque crépitement des bûches, chaque mouvement de braise rougeoyante était une petite promesse. Tu es encore en vie. Tu es encore au chaud pour l'instant. Et ainsi, les paysans dérivaient dans un sommeil inquiet, bercés par les popes et sifflements du feu, chaque souffle formant de petits nuages dans l'air glacé au-delà du cercle fragile du feu. Ce n'était pas parfait, ce n'était pas confortable, mais c'était la vie, s'accrochant à la chaleur par un fil de charbon rougeoyant. Dans le monde français médiéval, personne ne survivait l'hiver seul, à moins de vouloir devenir une statue gelée, très stylée en janvier. La survie n'était pas juste une affaire de famille, c'était un projet de village, une collaboration boueuse, désordonnée et bruyante, où la chaleur et la vie de chacun dépendaient de tous les autres. Les paysans savaient qu'au cœur de l'hiver, un feu fort et un tas de foin ne pouvaient faire que tant. Si la maison de votre voisin s'éteignait, vous le remarquiez. Si la fumée de l'âtre du vieux Thomas cessait soudainement de s'enrouler dans le ciel, quelqu'un allait vérifier. Et pas seulement parce que Thomas vous devait une poule, bien que cela puisse en faire partie, mais parce que communauté signifiait survie. Les villages avaient des veilleurs d'hiver officieux, souvent les jeunes ou les anciens, qui ne pouvaient pas travailler au champ, mais pouvaient garder un œil sur qui toussait trop fort, qui n'était pas venu troquer au marché depuis quelques jours, ou dont la maison semblait un peu trop immobile dans le givre matinal. Ces gens étaient la version médiévale de patrouilles de quartier, moins les gilets réfléchissants, plus beaucoup de moutons. Si le feu d'une famille s'éteignait, c'était une quasi-urgence. Un bon voisin accourrait avec un charbon rougeoyant enveloppé dans des chiffons, ou mieux encore, les inviterait dans leur propre hutte enfumée et surpeuplée pour la nuit. Oui, cela signifiait presser 4 corps supplémentaires dans un espace déjà exigu. Mais c'était mieux que de trouver des amis gelés au printemps. Les réserves alimentaires communales jouaient un rôle aussi. Pendant les hivers particulièrement brutaux, les villages rassemblaient parfois leur dernière viande salée, grains et légumes séchés. C'était une charité lugubre. Personne n'avait beaucoup, mais quelques repas communaux pouvaient faire la différence entre titubener dans le printemps ou pas. Même les enfants comprenaient les enjeux. Ils aidaient à livrer du bois, partagèrent des braises et couraient des messages urgents quand quelqu'un avait besoin d'aide. Personne n'était trop petit ou trop fatigué quand l'hiver frappait à la porte. Bien sûr, les villages français médiévaux n'étaient pas tous soleil et embrassades. Des querelles arrivaient, les disputes sur la terre, les chèvres, ou qui avait emprunté la bonne marmite de cuisine de qui ne disparaissait jamais vraiment. Mais quand les nuits devenaient mortellement froides, les vieilles rancœurs étaient souvent tranquillement mises de côté. Après tout, le voisin valait encore la peine d'être sauvé parce que demain ça pourrait être vous qui avez besoin de secours. Au cœur glacé de l'hiver, le village devenait une grande famille têtue, parfois dysfonctionnelle, souvent hilarante, toujours farouchement déterminée à survivre ensemble. Une botte boueuse, une braise crépitante, un sourire gelé à la fois. Quand les paysans français médiévaux affrontaient le froid impitoyable de l'hiver, ils ne se contentaient pas d'empiler des capes ou d'attiser le feu. Ils priaient beaucoup.
Parce que quand le vent hurlait comme les loups des forêts bretonnes à l'extérieur de vos murs fins comme du papier, et que le feu rétrécissait en braises boudeuses, vous vouliez tous les avantages possibles, incluant un peu d'intervention divine. La foi n'était pas juste une affaire du dimanche à l'époque, elle était tissée dans chaque souffle gelé. Avant de ramper sous les couches de paille et de laine rugueuse, les familles s'agenouillaient ensemble, offrant des prières hâtives pour maintenir le feu brûlant, le toit intact et leurs orteils attachés le matin. Les saints devenaient plus que des figures saintes distantes. Ils étaient la défense de première ligne de l'hiver. Sainte Agathe, par exemple, était invoquée pour protéger contre les maux de gorge. Pas une préoccupation mineure quand une bouchée d'air glacé pouvait vous faire tousser votre âme. Saint Martin, patron des soldats mais aussi protecteur contre le froid hivernal, était imploré dans les chaumières normandes. Les superstitions s'enroulaient confortablement autour de la survie quotidienne. Certaines familles aspergeaient un peu d'eau bénite près de l'âtre avant de dormir, espérant qu'elle protégerait contre les esprits malveillants ou au moins les courants d'air malicieux. D'autres marquaient les embrasures de porte avec de la craie bénie après certains jours de fête, plaidant pour que la chaleur et la chance trouvent leur chemin à l'intérieur. Les chandelles jouaient un rôle aussi. Des chandelles de veillée spéciales, souvent bénies par le prêtre local ou la vieille femme la plus pieuse du village, étaient parfois gardées allumées toute la nuit, un plaidoyer vacillant contre l'obscurité froide qui grattait au mur. Et bien sûr, aucune session de prière hivernale sérieuse n'était complète sans quelques promesses. Cher Seigneur, si tu nous fais juste passer cette nuit, je jure que je serai plus gentil avec mon voisin, même celui qui continue de voler nos navets. La foi n'était pas un réconfort abstrait. C'était une conversation quotidienne urgente. Les paysans ne demandèrent pas le luxe, juste la survie. Un peu de chaleur, un peu de nourriture et un jour de plus pour patauger jusqu'à ce que le printemps brise la prise gelée sur leur petit village. C'était un espoir simple et brut, chuchoté dans les chevrons enfumés, entremêlés de prières essoufflées et nichés sous des couvertures qui démangent, qui les portaient d'une manière ou d'une autre à travers les nuits sans fin et impitoyables de l'hiver français. Pour toute l'ingéniosité, les prières et l'entêtement que les paysans français médiévaux jetaient contre l'hiver, la vérité était glaçante. Parfois, ce n'était pas suffisant. Et quand l'hiver gagnait, il ne prenait pas juste quelques âmes malchanceuses. Il prenait des familles entières, des villages entiers, les faisant disparaître dans le silence sous un lourd linceul de neige et de glace. Certains hivers étaient particulièrement cruels, comme l'infâme hiver de la Grande Famine de 1315, quand les pluies détruisirent les récoltes, le bétail mourut de faim, et les températures gelées transformèrent une existence déjà brutale en un désastre lent et broyant. Les gens étaient si désespérés que les histoires chuchotaient de manger du cuir de chaussures, de l'écorce, et dans les cas les plus horrifiants, les uns les autres. L'échec à maintenir le feu vivant n'était pas juste un inconvénient. C'était souvent une sentence de mort. Sans la chaleur maigre de l'âtre, les familles se blottissaient ensemble pour la dernière fois. Les voisins tombaient parfois sur des foyers entiers au printemps. Des corps encore verrouillés dans l'étreinte gelée les uns des autres, comme s'ils essayaient de partager juste un peu plus de chaleur jusqu'à la toute fin. Les maisons elles-mêmes pouvaient s'effondrer sous le poids de la neige lourde ou des tempêtes de glace battante. Un toit qui cédait au milieu d'une nuit gelée n'était pas juste catastrophique. C'était souvent fatal. Se traîner à travers la neige jusqu'aux cuisses pour mendier refuge chez les voisins n'était pas une garantie non plus. Surtout si ces voisins étaient déjà étirés au point de rupture. La maladie aimait le froid aussi. La famine affaiblissait le corps et les maisons exiguës et enfumées se transformaient en terrain de reproduction pour la pneumonie, la bronchite et autres infections mortelles. Une simple toux en décembre
pouvaient facilement devenir des funérailles en janvier. Et puis il y avait l'horreur silencieuse, les engelures, doigts, orteils, même oreilles noircissaient et mouraient tout en restant attachés à leur propriétaire. Certains villageois survivaient les hivers au cou de leurs membres. Un badge lugubre d'honneur qui disait « J'ai passé au travers, mais l'hiver a pris un morceau de moi ». Pourtant, ce qui est le plus hanté n'est pas juste la mort, c'est la normalité lugubre de celle-ci. Les gens acceptaient que chaque hiver, quelques-uns parmi eux ne verraient pas le printemps. La mort n'était pas inattendue. C'était juste un autre voisin à la porte, enveloppé de givre, attendant son tour. Même au milieu du froid amer et de la menace constante, les paysans français médiévaux continuaient, têtus, endeuillés, s'accrochant à la vie. Parce que tant qu'il restait une braise dans l'âtre, un souffle suspendu dans l'air gelé, il y avait encore un combat qui valait la peine d'être mené. Quand nous regardons en arrière vers les paysans français médiévaux, ces survivants boueux et engelés d'hiver sans fin, il est tentant de ne voir que leurs difficultés, les mains crevassées, les orteils gelés, les huttes étouffées de fumée. Mais enterré sous toute cette lutte se trouve quelque chose de bien plus puissant. Un héritage de bravoure brute et têtue et d'endurance incassable. Ils n'avaient pas de chauffage central, de veste thermique ou de matelas en mousse à mémoire de forme douillet. Ils n'avaient même pas le luxe de supposer qu'ils survivraient jusqu'au printemps. Mais ce qu'ils avaient et ce qu'ils ont laissé derrière était le plan directeur pour la résilience. Chaque matelas de paille, chaque feu couvert, chaque interstice de mur bourré de mousse était un témoignage de la créativité humaine sous pression. Face à des chances impossibles, ils ne s'effondraient pas dans le désespoir, ils s'adaptaient. Ils apprenaient de la terre, les uns des autres, et des leçons amères gravées par chaque hiver brutal. Leur communauté était construite sur plus que la terre partagée. Elles étaient construites sur la survie partagée. Ils s'enseignaient mutuellement à veiller sur les malades, à rassembler les ressources quand la nourriture se faisait rare, à faire confiance qu'aider un voisin gelé aujourd'hui signifiait que quelqu'un pourrait vous aider demain. Ils vivaient selon la compréhension que personne ne bat l'hiver seul. Leur foi aussi était une sorte d'endurance. Ils tissaient les prières dans leur vie quotidienne, non seulement par peur, mais par espoir. Espoir fragile et têtu que demain pourrait être un peu plus chaud, un peu plus brillant. Espoir qu'après une centaine de nuits sombres, le printemps viendrait encore et que la vie trouverait un moyen de percer le sol gelé. Et d'une manière ou d'une autre, c'est arrivé. À cause de leur sacrifice, à cause de leur victoire peu glamour, survivre une nuit de plus, une tempête de plus, les générations futures prospérèrent. Morceau par morceau gelés, ils poussèrent l'humanité vers l'avant, endurant des hivers que leurs ancêtres pouvaient à peine survivre jusqu'à ce que la chaleur et le confort deviennent des attentes communes au lieu de rêves distants. Leur sang, sueur et ingéniosité sont cousus invisiblement dans les vies que nous vivons maintenant. Chaque couverture douillette, chaque maison chaude, chaque soirée d'hiver paresseuse, passée à siroter du thé sous des lumières douces, tout cela est le résultat final d'innombrables paysans français médiévaux refusant de céder au froid. Un braise, un souffle, un battement de cœur têtu à la fois, et maintenant, mes chers auditeurs, alors que les derniers échos de ces histoires anciennes s'estompent dans la douce obscurité de votre chambre, souvenez-vous de ces âmes courageuses, les sans-noms, les intrépides, qui transformèrent la survie frissonnante en héritage vivant. Alors la prochaine fois que le vent hurle à l'extérieur de votre fenêtre à double vitrage, peut-être épargnez une pensée pour eux, pour les paysans de Bretagne et Normandie, pour tous nos ancêtres qui nous ont précédés. Ils nous regardent depuis l'histoire avec des sourires fatigués mais fiers, sachant que leurs rêves les plus fous de chaleur et sécurité sont maintenant notre réalité quotidienne. Leurs voix murmurent encore dans le vent d'hiver.
Nous avons enduré. Nous avons survécu. Et maintenant, vous prospérez. Bonne nuit, et que vos rêves soient remplis de la chaleur qu'ils ont si vaillamment préservée pour nous.